Je suis Pierre Kubitschek, je suis oncologue à l'ICO d'Angers. Je fais partie de l'équipe AJA en partenariat avec le CHU d'Angers, mais aussi l'ICO Gauduchot de Nantes. Et donc, je vais vous parler des AJA atteints de cancer et pourquoi c'est une population à part et pourquoi c'est important de se centrer sur ces patients et de prendre en charge leurs spécificités. Si on peut mettre la slide suivante. Alors, qui sont les AJA, donc les adolescents jeunes adultes? Déjà, on n'est pas d'accord entre nous dans le monde et on n'est pas forcément d'accord entre nous en France. La définition en France, elle vient des instances de santé publique qui ont défini arbitrairement 15-25 ans. Elle a maintenant bien 20 ans, cette définition. Aux États-Unis, ils sont beaucoup plus larges. Ils ont défini la population entre 15-39 ans. Dans d'autres pays d'Europe, ça a tendance à évoluer entre 15-29, 15-30 ans, comme l'Italie notamment ou l'Allemagne. Cette définition, en France, elle a surtout été, cet âge, il a été défini surtout à comment est organisé le système de soins, alors que les Américains se sont plutôt penchés sur le versant biologique et épidémiologique de ces maladies-là. Je remets la slide suivante. Donc comme vous l'avez vu, si on reste sur la définition française, 15-25 ans, on parle donc de patients mineurs comme de patients majeurs. Pourquoi les adolescents, jeunes adultes, c'est une catégorie spécifique? Déjà, ça fait longtemps qu'elle est connue, cette population. Elle a beaucoup été investiguée dans d'autres domaines de la médecine, comme la médecine interne, ou l'endocrinologie, ou la diabétologie, ou même en maladies infectieuses, où les trois grandes catégories, pédiatrie, adolescents, jeunes adultes et adultes, étaient différenciées dans les réseaux de soins. Nous, en oncologie, c'est un domaine d'expertise qui est assez récent, qui a peut-être 10-15 ans sur le plan international, pour plusieurs raisons. En fait, on s'est rendu compte que l'épidémiologie des cancers dans cette population, elle est différente que chez l'enfant, mais elle est aussi différente de chez l'adulte. C'est-à-dire qu'on a des cancers qui sont habituellement rares chez l'adulte et qu'on va voir plus souvent chez l'adolescent jeune adulte. On a une biologie tumorale qui va être aussi différente. Pour un même cancer au même stade, le cancer va se comporter différemment chez un adolescent jeune adulte que chez un adulte, avec une réponse au traitement qui peut être différente et une tolérance des traitements qui peut être différent et donc qui nécessite vraiment une spécificité de prise en charge et une formation des soignants qui s'en occupent. Évidemment, comme vous le savez, et comme mes collègues en parleront, l'adolescence et le début de la vie adulte, il y a plusieurs enjeux de vie très importants, comme la construction de son identité, la scolarité, puis la carrière, le début des relations sociales. Il y a plein de choses qui se jouent à cette période-là. Évidemment que quand ça arrive, peu importe à l'âge de la vie, c'est une catastrophe, mais ça l'est encore plus quand on est dans cette construction et dans ce changement de vie. Enfin, la problématique, alors qui peut être franco-française, mais aussi d'autres pays en sont confrontés, c'est un besoin, c'est les organisations de santé qui ne sont pas adaptées et qui ont du mal à suivre, puisque pour l'instant, les populations, elles sont réparties de façon très binaire entre patients mineurs, patients majeurs, dans des équipes, si les équipes ne sont pas formées dans des équipes qui sont peu habituées à avoir des patients dans cette tranche d'âge-là. Et évidemment, dans un service de pédiatrie, des jeunes peuvent côtoyer des nourrissons et dans des services adultes, des jeunes peuvent côtoyer des gens très âgés, ce qui n'est pas forcément le plus adapté. Le plus adapté pour leur prise en charge. Et de plus, du fait de la gravité de ces maladies et des traitements qui sont urgents, ça nécessite aussi d'avoir des équipes formées, de bousculer un petit peu les réseaux de soins dans les différents établissements pour que tout puisse y aller le plus vite possible. Je vais passer la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour avoir un petit peu une idée des chiffres, donc c'est les chiffres que je vous ai mis globaux. Donc, ce n'est pas les 15-25, hein, c'est les 20-40, parce qu'il y a plusieurs papiers qui sont sortis fin d'année, début d'année. Donc, le cancer chez la population 15-39 ans, c'est la première cause de mortalité dans les pays occidentaux. En France, on estime qu'il y a tous les ans entre 8 000 et 10 000 nouveaux cas de cancer chez cette population-là, et ça représente 1 million de personnes sur le plan mondial. Donc, c'est un réel enjeu de santé publique qui, pour l'instant, est sous-estimé.
Si on se concentre sur la définition franco-française 15-24 ans, la population est plus restreinte, donc les chiffres sont plus restreints également. C'est 2300 nouveaux patients atteints de cancer par an. Ça représente 5% de l'ensemble des cancers. Évidemment, c'est le cancer dans cette tranche-là, dans cette population-là, c'est une maladie qui est rare et qui donc peut entraîner un retard au diagnostic et dont la prise en charge peut être complexe, d'où la nécessité d'adresser les patients en centre expert. Sur le plan histologique, les 5 cancers les plus fréquents dans la population adolescent, jeune adulte, donc là on reste sur la population 15-25 ans, c'est 5 cancers très différents les uns des autres, c'est évidemment les maladies hématologiques comme les lymphomes particulièrement, les cancers du testicule chez le jeune homme, les tumeurs cérébrales, qui incluent les gliomes, les méduloblastomes et puis d'autres tumeurs cérébrales un peu plus rares, les sarcomes qui peuvent être des tissus mous ou du tissu osseux, et les cancers de la thyroïde. C'est des maladies qui sont complètement différentes les unes des autres, qui ont des traitements complètement différents les uns des autres, des pronostics différents également, et qui sont pris en charge dans des services différents, ce qui voilà, donne aussi une certaine complexité de leur prise en charge pour les équipes soignantes. Néanmoins, il y a beaucoup de ces maladies-là qui sont curables, mais au prix de séquelles. Malheureusement, la population adolescent jeune adulte, elle connaît une réelle augmentation de l'incidence du cancer. Ça, c'est une équipe justement française, l'équipe d'Emmanuel Descentes, qui a montré ça fin de l'année dernière, et ce qui est corroboré avec les données du Canada et de l'Amérique et des États-Unis. On a une forte augmentation, on a une augmentation significative de l'incidence du cancer dans la population adolescent jeune adulte, et notamment de 6 pathologies qui sont le cancer du sein, le glioblastome, les cancers colorectaux, les sarcomes digestifs, le cancer du sein et la lymphome de Hodgkin. Donc c'est clairement un enjeu de santé publique. Pour ce qui est de l'étiologie, la cause de l'augmentation de ces incidences, elle est multifactorielle. Il y a probablement une part aussi d'amélioration de nos outils diagnostiques pour découvrir ces maladies plus tôt, pour les démembrer aussi, mais il y a aussi très clairement une part de l'environnement, une part liée aux perturbateurs endocriniens et à la pollution et au mode de vie. Pourquoi la prise en charge du cancer de l'adolescent jeune adulte, c'est un problème et nécessite vraiment que les autorités de santé se mobilisent pour cette population. Parce que c'est prouvé scientifiquement dans plusieurs publications que le diagnostic de cancer il va se faire plus tard que dans les autres populations, car c'est des patients jeunes, donc les soignants qui ne sont pas sensibilisés, ils vont moins penser à ce diagnostic dès qu'ils vont rencontrer un jeune. Les symptômes ils peuvent être banalisés et on considère qu'un médecin traitant, dans toute sa carrière, un médecin généraliste, il va voir entre 1 et 3 adolescents jeunes adultes atteints de cancer. Donc évidemment que pour lui, c'est un épiphénomène dans sa carrière, donc il va être moins sensibilisé, on ne peut pas lui en vouloir, d'autant plus que, comme je vous ai montré, les 5 cancers les plus fréquents sont des cancers qui, en fait, dans la population générale, sont très rares. Hein. Les cancers les plus fréquents dans la population générale, c'est typiquement le cancer du sein, le cancer du côlon. Donc évidemment qu'un médecin généraliste est moins formé, et c'est normal, au sarcome ou au cancer de la thyroïde. Néanmoins, malheureusement, les conséquences de ce retard de prise en charge, elles sont graves, puisqu'évidemment, c'est des maladies agressives. Donc, plus tard elles sont diagnostiquées, plus la maladie est étendue et plus il est compliqué de proposer un traitement curateur, avec une perte de chance significative. Ça a été prouvé, donc, comme je vous l'ai dit au début, hein, dans plusieurs publications, que le taux de survie des adolescents jeunes adultes, il est moins bon dans certains cancers lorsqu'on compare aux enfants ou aux adultes. Alors, comme je vous l'ai dit, pour le fait que le diagnostic soit retardé, évidemment aussi par rapport à la biologie tumorale qui semble être spécifique, ça je vous l'ai dit en introduction, mais surtout ce qui est très préjudiciable, c'est le faible accès aux essais thérapeutiques. En effet, la population adolescent, jeune adulte, elle est moins inclue dans les études que la population pédiatrique ou que la population adulte.
cette problématique, elle est purement administrative et organisationnelle. En fait, pendant très longtemps, les laboratoires pharmaceutiques bloquaient l'âge d'inclusion à 18 ans. Donc, les études pédiatriques ne pouvaient pas mettre d'adultes dedans et les études adultes, on ne pouvait pas mettre de population mineure, alors que c'était les mêmes pathologies. Depuis à peu près maintenant 5 ans, quand même, les choses, elles ont bien bougé sur le plan, des usines, des laboratoires pharmaceutiques, pardon, où on voit que vraiment le critère d'inclusion, il est en train de s'ouvrir, donc il est en train d'abaisser dans les études adultes, il baisse à 15, même certains en auront onco jusqu'à 12. Et pareil, dans les essais pédiatriques, on voit que le critère d'inclusion, il augmente jusqu'à 20, parfois 25, voire même dans de nouveaux essais dans le sarcome encore plus haut, afin de pouvoir proposer des essais thérapeutiques à tous les patients atteints de cette pathologie. Et malheureusement, maintenant, on est confronté à des barrières purement administratives où, en fait, on va voir nos autorités de santé qui vont nous dire, dans cet établissement, on vous interdit de prendre en charge des patients qui ont moins de 18 ans. Dans cet établissement, on vous interdit de prendre en charge des patients qui ont plus de 18 ans. Et du coup, ça ferme potentiellement des essais thérapeutiques aux jeunes. Et voilà, ça, c'est vraiment un problème sur lequel on doit encore beaucoup travailler en France dans les prochaines années, puisque clairement, en oncologie, et d'autant plus dans les cancers rares, le seul moyen d'augmenter la survie des patients, c'est de proposer des essais thérapeutiques. Enfin, il y a tout un enjeu sur la transition. Alors, je vois le temps qui passe, donc je vais essayer de ne pas trop mobiliser le temps de parole. La transition, elle peut prendre plusieurs aspects. Le mot transition, il n'est pas que de la cancérologie, hein. C'est dans toute la médecine. Alors, on ne parle pas de la transition identitaire ou de genre, on parle de la transition de passer d'un service pédiatrique à un service adulte. Comme je vous l'ai dit en préambule, il y a plein de services qui sont très bons. En endocrinologie, en médecine interne, ils savent très bien faire les transitions pour la passation entre la pédiatrie et en adulte. Nous, en oncologie, globalement, on est très nuls. On est encore très cloisonnés les uns les autres et on peut avoir vraiment une perte de vue de ces malades-là à ce moment-là de leur vie, avec des liens entre pédiatrie et médecine adulte qui vont pas se faire. C'est pareil, hein, c'est les causes, elles sont mixtes. C'est évidemment pas la faute des médecins qui veulent toujours faire le mieux possible pour leurs patients. C'est parce que c'est compliqué, on est tous débordés, les agendas ne matchent pas. Voilà, il y a plein de réponses à ces problèmes de transition. Et d'autant plus dans une société 2026 post-Covid où maintenant les gens sont très mobiles. Évidemment que le jeune qui naît dans sa ville et qui va passer toute sa vie dans sa ville, c'est de moins en moins le cas. Il va bouger durant tout le long de ses études. Donc évidemment, s'il est dans un parcours de soins avec une surveillance qui doit être pendant 5 à 10 ans, c'est important que cette surveillance, elle le suive quand il change de ville en France. Et ça, c'est pareil, cette transition, on a encore besoin de travailler dessus pour améliorer la survie des patients. Et donc les enjeux spécifiques, je vais être un peu plus synthétique puisque derrière mes collègues vont en parler. Donc il y a plusieurs enjeux très spécifiques de cette population. Évidemment, la fertilité. Tout jeune atteint de cancer de 15 à 25 ans on doit lui proposer une cryoconservation d'ovules ou de sperme. En tout cas, on doit parler avec lui de fertilité. Probablement que si vous êtes connecté aujourd'hui, vous êtes un public parfaitement au courant et sensibilisé à ça. Néanmoins, en 2026, un tout jeune n'a pas encore accès à ça sur le territoire français, notamment typiquement les jeunes atteints de tumeur cérébrale. C'est pas dans tous les centres qu'on leur propose une préservation de la fertilité et pourtant, ça fait clairement partie de leurs droits. Il y a évidemment toute une perturbation de l'image corporelle, de la sexualité et de l'intimité, mais bon, c'est un petit peu comme tout âge de la vie, mais comme c'est un âge où la sexualité, elle se crée, c'est plus perturbant. Ce qui est très important à prendre en charge, c'est évidemment la scolarité et la vie professionnelle. C'est des jeunes, qui vont souvent, qui ont fini le lycée et qui vont rentrer dans la vie active ou dans les études ou à l'université. On sait que autant les collèges, les lycées, c'est très adapté, la poursuite des cours pendant la maladie. À la faculté, c'est bien plus compliqué, ou alors même dans les alternances ou quand les jeunes ont déjà des patrons, ça nécessite vraiment d'avoir une équipe paramédicale soutenante. Et enfin, il y a tout un pan de la toxicité à long terme des traitements et de la survie prolongée. C'est des malades qui vont avoir beaucoup de chimiothérapie, beaucoup de radiothérapie, ils peuvent donc avoir des séquelles à long terme, une surveillance toute leur vie avec des risques de second cancer. Donc, c'est évidemment des enjeux bien plus spécifiques et importants que lorsqu'un patient va développer un cancer à 65 ans, où là, pour le coup, le suivi à long terme ou les séquelles à long terme, c'est moins la priorité. La préservation de la fertilité, je vous l'ai déjà dit. Voilà, je ne veux pas trop monopoliser le temps de parole. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est indispensable. C'est un droit pour tout patient et tout patient, on doit lui parler de préservation de fertilité avant qu'il commence un traitement anti-cancer.
Enfin, pour terminer en une phrase, il y a des recommandations internationales de prise en charge des patients, des adolescents jeunes adultes atteints de cancer. En fait, comme vous le savez, typiquement, il y a beaucoup de cancers rares où il est indispensable que ce cancer soit pris en charge dans un établissement qui est habitué à prendre en charge de ce cancer, puisqu'on sait bien prendre en charge une maladie que quand on est habitué à en voir beaucoup. Les adolescents jeunes adultes atteints de cancer, c'est le même paradigme, c'est-à-dire qu'il est important de centraliser les prises en charge dans des établissements experts qui vont pouvoir proposer un suivi adapté aux jeunes et de lutter contre une parcellisation des prises en charge et que des jeunes se retrouvent tout seuls, enfin pas tout seuls, mais en tout cas se retrouvent dans des établissements de soins où il y a très peu d'adolescents, jeunes adultes atteints de cancer qui sont pris en charge, et donc avec un risque que leurs besoins spécifiques soient moins accompagnés. Ça, c'est évidemment des recommandations de l'INCa, mais aussi des différents réseaux comme Unicancer. Donc, il est vraiment capital d'adresser ces jeunes dans des grandes structures ou de contacter les équipes AJA des régions pour tout patient qui a un cancer à cet âge-là. Et donc là ensuite c'est pour faire la transition. C'est pour ça que donc on a un parcours AJA régional avec donc 3 établissements de soins comme l'a dit Delphine en introduction, qui prennent en charge les adolescents jeunes adultes atteints de cancer, qui collaborent ensemble et qui se connaissent bien afin de pouvoir répondre au mieux aux exigences de prise en charge que requièrent ces populations. Stéphanie, je vous passe la parole pour la deuxième partie. Merci, donc je suis le docteur Stéphanie Proust, je suis oncologue pédiatre au CHU d'Angers et médecin coordinateur de l'équipe AJA depuis 2012 maintenant. Voilà, donc je vais vous parler avant que chaque équipe expose son fonctionnement, un peu du réseau de soins sur la prise en charge des AJA, pour faire suite à ce qu'a dit Pierre Kubitschek tout à l'heure. Donc, en fait, on a vraiment l'émergence d'une spécialité oncologie AJA depuis les années 2000, avec le développement, si on s'intéresse à l'Europe, d'un réseau européen multidisciplinaire qui est l'ENTIAC, dont les objectifs, déjà dans les années 2000, donc il y a un peu plus de 25 ans maintenant, c'était d'améliorer la recherche clinique, de faciliter l'accès aux traitements innovants et d'améliorer ou de créer parfois la collaboration entre l'oncologie adulte et l'oncologie pédiatrique, deux mondes qui vivaient un peu en parallèle, alors qu'on a finalement des patients dans les mêmes tranches d'âge. Et puis ça a été beaucoup soutenu par plusieurs réseaux, dont notamment la SIOP Europe, qui est le réseau d'oncologie pédiatrique à l'échelle européenne, et puis l'ESMO, qui est lui plutôt sur le côté oncologie médicale. L'objectif, c'était vraiment d'avoir une organisation, une structuration des réseaux de soins pour ces patients. Alors, ça reste encore variable selon les pays, hein. Il y a des pays qui sont quand même bien structurés, le Royaume-Uni, les Pays-Bas en Europe, hein, et la France. Finalement, la France, elle fait partie des pays qui est parmi les mieux structurés, même s'il reste des progrès à faire. Hein. Tout est perfectible. Mais malgré tout, il y a quand même eu beaucoup d'avancées qui sont, à mon sens, très intéressantes pour la prise en charge des patients. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc en France, on a quand même un système structuré avec des évolutions au fur et à mesure du temps. Alors tout ça, ça a aussi émergé en France après la première réflexion des États généraux des malades atteints de cancer. Donc c'était même avant 2000, puisque ça date de 1998, qui avait été demandé par la Ligue contre le cancer. Et puis il y a eu l'INCa qui a missionné un groupe d'experts pour réfléchir à proposer une prise en charge clinique adaptée et offrir un accompagnement psychosocial pour les adolescents et jeunes adultes, qui, je rappelle, en France actuellement, il s'attendra à changer ces 15-25 ans, mais on voit bien que les choses vont bouger dans les années à venir. Et puis, des principales étapes qui ont permis aussi de structurer les soins qu'on pouvait proposer à ces patients, avec le premier plan cancer 2009-2013, qui a permis la reconnaissance des besoins, et en 2011, un appel à un projet de l'INCa pour financer des équipes AJA dans la mesure du possible sur l'ensemble des territoires, et donc qui a mené en 2012 aux premières unités AJA. Diapo suivante, s'il vous plaît, dont dans le Grand Ouest, on a pu bénéficier, puisque à l'issue de cet appel à projet, 8 équipes pilotes ont été retenues,
avec à la fois 2 modèles, c'est-à-dire des unités AJA dédiées, c'est-à-dire soit des secteurs d'hospitalisation pour uniquement les 15-25 ans. Alors ça a été vrai à Paris, également à Lyon, et puis des équipes mobiles comme la nôtre, plutôt sur plusieurs sites, mais en tout cas pas d'unité dédiée, avec de la coordination entre les différents services où étaient hospitalisés ces patients et des suivis personnalisés, un accompagnement adapté. Donc, on a fait partie de ces premières équipes pilotes. En parallèle, en 2012, il y a eu la création du groupe GOAJA, qui est le groupe Onco-Hématologie Adolescents et Jeunes Adultes, dont on a mis le lien pour aller sur le site qu'on vous encourage à aller voir, qui permet un partage d'expériences entre professionnels sur le territoire national, dont la majorité d'entre nous faisons partie, et puis d'élaborer, enfin de développer des groupes de travail à l'échelle nationale pour échanger sur l'amélioration des soins, des recommandations de prise en charge. Et puis tout ça a continué d'évoluer en 2016 avec une instruction nationale organisant le parcours AJA, avec une instruction de la DGOS en mai 2016, qui là a proposé une coordination de réseaux régionaux par des équipes mixtes, à la fois issues de la pédiatrie et de l'oncologie médicale. La proposition de décision thérapeutique en RCP mixte, mêlant donc des oncologues ou des hématologues d'adultes et pédiatres, de pouvoir, et Pierre en a parlé tout à l'heure, élargir l'accès aux essais thérapeutiques et l'accès à une offre de soins de support spécifique. Et tout ça a mené à l'élaboration de schémas régionaux d'organisation des soins. Diapositive suivante. Donc actuellement, il y a à peu près 25 équipes ou unités avec, vous le voyez, comparativement à la carte précédente, plus d'équipes AJA développées que en 2012. Et donc aujourd'hui, ces dispositifs sont intégrés à la stratégie nationale de lutte contre le cancer, la dernière 2021-2030. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit rappel un peu dans le temps de où on en est et de où on part. En Pays de la Loire, finalement, donc comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui a vu le jour en 2012, avec des avantages et des inconvénients. On est sur une région qui reste avec un bassin de population relativement grand, des villes qui sont pas si loin, mais pas si près non plus les unes des autres. Donc 2 villes, Nantes et Angers, 3 institutions que sont les CHU de Nantes, les CHU d'Angers et l'Institut de cancérologie de l'Ouest, et donc 4 sites, puisque l'Institut de cancérologie de l'Ouest est décliné à la fois à Angers et à la fois à Saint-Herblain en région nantaise. Donc voilà, c'était pour faire un premier visu sur l'historique et la création de ces réseaux AJA et vraiment la dynamique de structuration en France et le développement des équipes avec des fonctionnements totalement différents. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir exposer un peu sur les différents sites le fonctionnement de nos équipes. Ça reste une équipe régionale actuellement financée en grande partie par l'ARS, mais la distance aussi géographique de nos différents sites fait que les fonctionnements et les différentes personnes qui y travaillent avec des fonctions et des missions différentes font que les fonctionnements peuvent varier, avec la même ambition, c'est d'accompagner au mieux ces jeunes dans quelques lieux qu'ils soient et dans quelques services qu'ils soient. On va commencer par le fonctionnement de l'équipage à Angers. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, l'équipage à Angers concerne donc les professionnels du CHU d'Angers et de l'ICO d'Angers. L'avantage, c'est que les deux établissements sont collés, donc ça permet une facilité de travailler ensemble et pour rencontrer les patients également. Je ne vais pas vous détailler non plus, mais l'équipe est constituée de médecins avec un médecin référent dans chaque pôle, donc l'hémato, l'ICO et l'oncopédiatrie avec Dr Pousse qui est coordinatrice de l'équipe AJA. Une éducatrice au sein de l'oncopédiatrie qui intervient aussi auprès, en fait, tous les professionnels là qui sont cités, en dehors des infirmiers, interviennent auprès de tous les patients pédiatrie et adultes confondus. Donc l'éducatrice, moi-même psychologue, la conseillère d'orientation et qui est aussi art thérapeute depuis peu de temps. Et puis après, il y a la spécificité où on a des infirmiers de coordination sur chaque secteur. Donc à l'ICO, donc 2 infirmières de coordination qui sont à mes côtés.
une infirmière parcours patient en hématologie adulte qui est globalement infirmière parcours patient pour toute la prise en charge des patients en hémato, mais avec la spécificité AJA depuis quelques temps maintenant, qui est Emmanuel Davy, et puis Simon Herbreteau, qui est infirmier sur l'équipe AJA et en oncopédiatrie au CHU d'Angers également. On vous a mis quelques chiffres juste pour se rendre compte. En 2012, sur la première année de la création de l'équipe AJA, il y a eu 22 nouveaux patients auprès desquels le dispositif a été présenté. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 22 nouveaux patients au total, mais en tout cas, sur les repérages, c'est le chiffre qui ressort. Et pour 60 en 2024, on a la répartition, donc 23 en oncologie pédiatrique, 9 en maladie du sang. Alors, c'est pas forcément, 2024 n'est pas forcément le chiffre en hémato adulte n'est pas représentatif des autres années, c'est un petit peu plus. Et à l'ICO, 26 nouveaux patients. Et 2 dans d'autres services, par exemple, quand on intervient en neurochirurgie, ce qui est un petit peu plus rare, mais ça peut arriver qu'on soit appelé avant le diagnostic. Donc, il y a eu 2 présentations du dispositif, de l'équipe, mais pas forcément du dispositif avant le diagnostic, bien sûr. Ça correspond à une file active entre 150 entre 100 et 150 patients parce que on ajoute aux 60 nouveaux diagnostics les patients qui sont encore en traitement l'année suivante, les patients qui sont en rechute ou en reprise de suivi et les patients qui sont en rémission qu'on continue de suivre également au sein de l'équipe AJA. Donc une équipe coordinatrice AJA, pourquoi? L'idée c'est d'offrir un environnement et un cadre de soins adapté à la spécificité des problématiques rencontrées par cette tranche d'âge. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans les diapos auparavant, donc dans une prise en charge psychologique, sociale, scolaire, universitaire. En fait, c'est plus offrir une prise en charge globale de l'adolescent et aussi de son environnement familial. C'est accompagner aussi chacun dans ce travail d'entre-deux. Alors le passage entre l'enfance et l'adolescence, entre l'enfance et le monde adulte, avec le passage par l'adolescence. C'est de rester attentif aussi et être conscient des difficultés qu'ont les adolescents, les jeunes adultes à demander de l'aide. C'est ce qu'on a vu aussi dans les diapositives précédentes. Et c'est aussi une prise en charge médicale multidisciplinaire afin de favoriser l'intégration des AJA dans les protocoles de recherche. Alors, au niveau de l'équipe coordinatrice AJA Angers, on propose un accompagnement individuel et groupal, c'est-à-dire qu'on rencontre dans un premier temps les jeunes et on peut aussi leur proposer des temps en groupe. On intervient au moment de l'annonce de la maladie. On intervient pendant les traitements, mais aussi on intervient aussi après les traitements. C'est pas parce que les traitements sont terminés qu'en fait leurs problématiques sont complètement terminées. On fait partie d'une équipe mobile, donc ça veut dire qu'il y a 3 sites d'intervention principaux. Donc on accompagne les jeunes qui sont hospitalisés sur le service d'oncologie, hématologie, immunopédiatrique. On intervient aussi au niveau du CHU, au niveau auprès des maladies du sang en unité adulte, et on intervient aussi sur l'Institut de cancérologie de l'Ouest, donc l'ICO, sur le site d'Angers, ce qui est facilitant puisque les deux bâtiments sont côte à côte. Donc l'accompagnement pendant la maladie, ça commence d'abord par un repérage des patients AJA dans les différentes unités de soins. Donc via les RCP, les professionnels du coup après nous contactent, les médecins, ou bien au moment de la première des premiers traitements où les équipes médicales et paramédicales qui nous connaissent bien vont nous appeler à ce moment-là. Donc il y a une présentation systématique auprès du patient. Je l'ai précisé avant, il y a des consultations conjointes maintenant qui se développent médecins et infirmières AJA, principalement à l'ICO, dans les secteurs adultes, parce qu'en pédiatrie, il y avait déjà des infirmières de coordination, mais ça c'est important parce que ça permet une première rencontre déjà avec le patient et une première évaluation des besoins, même si à l'annonce, l'entretien n'est pas tout à fait le même que l'entretien d'évaluation. Présentation systématique donc en binôme au début des traitements auprès du jeune et de son entourage en fonction de qui est là le jour.
via un entretien clinique et une évaluation des besoins. C'est ce que je vous expliquais aussi dans les slides précédentes. Le suivi régulier pendant l'hospitalisation, il est important parce que, en effet, l'ado, il va pas demander, le jeune adulte, il va pas forcément rien attendre demande. Donc, c'est toujours repérer les besoins et maintenir le lien. C'est-à-dire que maintenir le lien, ça peut être passé aussi de manière informelle, prendre des nouvelles, voir s'il y a des besoins, des fois, simplement de matériel pendant l'hospitalisation. Et ça permet de créer un lien et de faire émerger d'autres demandes avec le patient. Donc, c'est vraiment un peu le mot-clé, mais c'est de vraiment être attentif à ce qui se passe pour eux et être à cette écoute pour voir les besoins qu'ils vont avoir. Donc, suivi psychologique individuel. En hospitalisation, mais aussi en consulte externe, les patients ils peuvent revenir pendant les traitements en dehors de leur venue. Et après les traitements, c'est plutôt rare qu'ils viennent quand ils sont en période de traitement, on les voit à l'hôpital. Par contre, ils reviennent quand ils sont en période de rémission pour le suivi psychologique. Il y a un accompagnement à l'orientation avec notre conseillère d'orientation. Un maintien des cours pour les patients qui sont en pédiatrie. Il y a des cours, des profs qui viennent en pédiatrie pour donner des cours. Et l'organisation de passage d'examen. Donc tout ça se fait aussi au fur et à mesure des rencontres avec le patient. Il ne va pas tout de suite dire d'emblée qu'il veut passer son bac cette année. Donc c'est aussi de travailler avec lui sur ce qu'il souhaite et comment il envisage les choses et ensuite de pouvoir mettre en place en fonction des moyens qu'on a. Et puis, orientation en fonction des besoins au sein des services de soins, c'est-à-dire que, par exemple, on n'a pas présenté l'assistante sociale et l'enseignant en activité physique adaptée qui sont pas dans l'équipe AJA, mais qui travaillent avec nous vraiment au quotidien et c'est des orientations systématiques auprès de ses collègues dans la prise en charge globale du patient. Et puis, les orientations en externe et le réseau partenarial qui est très important puisque on peut accompagner des jeunes qui habitent loin du lieu de soins. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi un réseau de proximité pour eux. Une fois que le lien est fait avec les jeunes, il est important aussi de leur proposer un accompagnement groupal. L'idée, c'est de leur permettre de se rencontrer puisqu'ils ont vécu des expériences similaires. C'est une qualité d'écoute qui est différente puisqu'ils savent de quoi ils parlent. Ils vont parler avec d'autres jeunes qui connaissent leur parcours. Enfin, les parcours peuvent être différents, mais en tout cas, ils peuvent avoir un vécu similaire. C'est en lien aussi avec leur besoin de s'identifier à un groupe. Ils peuvent échanger sur leurs expériences des hospitalisations, des annonces, des effets secondaires. Ils ont besoin souvent de témoigner. Et ça, en fait, c'est une qualité d'écoute qu'ils ne peuvent pas retrouver chez leurs pairs qui n'ont pas vécu ces choses-là. L'idée, c'est aussi de faciliter les liens sociaux alors qu'ils peuvent se sentir quelquefois isolés de par les hospitalisations. Quelquefois, ils n'ont plus de contact avec leur père, avec l'école notamment. Il y a une distance qui se fait aussi sur le plan physique, puisque par exemple, le fait de ne plus avoir de cheveux, ils peuvent être réticents à l'idée de rencontrer d'autres jeunes. L'idée, c'est de découvrir des activités nouvelles qui sont aussi adaptées à leur situation. Par exemple, le fait de faire du sport en leur proposant de l'APA, c'est leur proposer des activités qui sont adaptées à leur capacité physique et de prendre en compte aussi les limites physiques qui sont dues quelquefois au traitement. Ça peut être aussi des ateliers esthétiques pour leur apprendre à reprendre confiance en eux. C'est leur proposer des espaces sans attente particulière. On leur propose par exemple des sorties culturelles où ils se retrouvent ensemble. Il n'y a pas de lien direct avec la maladie. Et enfin, c'est l'objectif de cet accompagnement groupal, c'est aussi de leur permettre de reprendre confiance en eux en participant à un groupe. Bonjour, je suis Amélie, une des infirmières de l'AJA sur le site d'Angers. Donc nous, justement, je prends la suite de ce que disait Séverine, pour l'accompagnement groupal, on a mis en place un HDJ de soins de support à Angers. Quand on a pris notre poste avec Pauline, on a attendu quelques mois et on l'a fait ensuite. Notre objectif, c'est de favoriser la constitution de groupe et la rencontre, de déceler les problématiques de soins de support de ces jeunes patients et d'assurer un suivi pendant et aussi hors période de soins. Donc le groupe, on le constitue avec 3 patients, donc soit au début de la prise en charge, en cours de traitement, en fin de traitement ou même en surveillance. Donc nos patients à l'ICO, ils sont âgés de 18 à 25 ans. Si on les a pris en charge et qu'ils ont 27 ans et qu'ils sont en fin de traitement et en surveillance, évidemment, on va les faire venir aussi pour cet HDJ.
Notre intérêt, c'est de faciliter justement la rencontre et l'échange entre ces jeunes. Donc, on les accueille déjà autour d'un petit déjeuner le matin qu'on prend avec eux. Donc, les soignants et les 3 jeunes. Diapo suivante, s'il vous plaît. Cet HDJ, on l'a construit avec 4 consultations pour chaque patient. Donc, on les voit le matin pour le petit déjeuner et ensuite, chacun va à chaque atelier. Donc, il y a une consultation initiale d'APA, donc l'activité physique adaptée, une consultation avec une socio-esthéticienne ou sophrologue, une consultation avec l'infirmière AJA, donc Pauline ou moi-même, et une consultation avec un de nos gynécologues, donc le docteur Sautré ou le docteur Ehrenschmidt. C'est une consultation vie affective, vie intime, confiance en soi, qui est assurée par nos gynécologues. Et à la fin de la matinée, on se retrouve et on fait une synthèse avec nos AJA et les professionnels de santé ensuite pour programmer éventuellement un suivi en fonction des orientations, des besoins qu'on aura évalués. Bon, là, je vais passer un peu vite parce que je vais mettre du temps à côté, mais les orientations, elles peuvent se faire soit au sein de l'équipe AJA avec les professionnels qu'on vous a cités dans la présentation, dans les équipes de soins et les partenaires extérieurs. Voilà, le psychologue en libéral, l'HAD, et on travaille beaucoup avec les associations. Ça, vous pourrez aussi revenir vers nous pour avoir un peu des infos complémentaires, mais c'est vraiment un réseau, un travail de réseau dans l'accompagnement des agents. Le rôle infirmier auprès des AJA, il va y avoir plusieurs fonctions. On a un rôle un peu pivot aussi dans le dispositif, en fait, pour faire aussi le lien entre l'AJA, sa famille et aussi les équipes de soins. Donc, on va être un interlocuteur privilégié pour l'AJA, mais aussi pour les équipes de soins. Alors, pour l'AJA, on va essayer de s'adapter aussi aux habitudes de chaque jeune. Donc, nous, on a un téléphone portable sur l'équipe de l'AJA aussi, parce que parfois, ils sont plus à l'aise par SMS. Donc, on va être assez présent sur nos temps d'exercice. Et on va essayer aussi d'être présent en fait sur les moments clés du parcours de soins de l'AJA. Ça va être notamment à la consulte d'annonce. On essaie d'être présent pour, comme disait Violaine tout à l'heure, être là et déjà se présenter. Et ce qui permet aussi derrière de pouvoir reprendre toutes les données qui ont été évoquées en consultation avec l'AJA. Ça peut être des choses purement médicales, expliquer le traitement, comment ça va se passer, les effets secondaires, reprendre les ordonnances et un petit peu évoquer le parcours à venir et essayer de faire articuler. Ça, c'est une autre de nos fonctions, c'est d'être un petit peu infirmier un peu de trajectoire où on va essayer de faire articuler les temps de soins du jeune avec aussi ces contraintes qui vont être personnelles, qui vont être aussi notamment scolaires. Donc, c'est là où on fait beaucoup le lien avec notre collègue conseillère d'orientation, Hélène, parce que ça, c'est des choses qui s'anticipent pour pouvoir permettre la poursuite de la scolarité et les études après. Et du coup, on essaye, nous, notre rôle principal, c'est d'être disponible, mais sans non plus tout s'imposer. On va essayer de rester très disponible pour le jeune, en ayant une vigilance vraiment tout au long du parcours. Et comme disait aussi Violaine, vraiment pendant et après le parcours de soins, parce qu'il y a tout un rôle derrière aussi. L'accompagnement du parcours scolaire et professionnel, l'annonce d'une maladie annonce quelquefois une rupture dans le parcours scolaire et professionnel. Par exemple, pour les jeunes adultes, quelquefois, il y a des arrêts de travail. Il y a quelquefois des conséquences de traitement ou de maladies qui font qu'ils peuvent avoir besoin d'une réorientation pour le parcours scolaire. Ils ont besoin aussi d'être accompagnés puisque, par exemple, il y a Parcoursup pour ceux qui passent le bac. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner sur des projets d'orientation ou de réorientation, quelquefois, de formation et d'insertion professionnelle. C'est aussi un soutien aux familles puisque c'est une question qui peut être très importante dans une famille. Mais qu'est-ce qu'il va faire plus tard? C'est la capacité de se projeter. Et c'est l'accompagnement du parcours, c'est aussi de pouvoir évaluer et analyser les besoins. La mission principale, c'est donc participer à l'élaboration du projet d'orientation et à l'accompagnement scolaire et professionnel des jeunes. Donc, la suivante. Donc, les modalités d'intervention de la conseillère d'orientation. Donc, l'idée, c'est de réaliser des entretiens individuels et des conseils personnalisés en orientation. L'idée, c'est de repérer les besoins, de voir quels sont les freins, d'accompagner à la persévérance scolaire afin d'éviter le décrochage. Donc, c'est un processus d'orientation. C'est d'accompagner les jeunes et les familles dans la complexité du système éducatif et des procédures. Donc, il y a les paliers d'orientation. Il y a par exemple Parcoursup pour qui c'est pas facile de remplir toutes les cases. Il y a le droit des jeunes et des familles. Il y a la mise en lien avec les professionnels adaptés. Donc, en tant qu'au CHU, par exemple, nous sommes un centre d'examen. Donc, les jeunes, même pendant les hospitalisations, peuvent passer leurs examens scolaires, je veux dire.
C'est aussi travailler en lien et en partenariat avec l'équipe soignante. Il y a une enseignante au niveau du CHU, les établissements scolaires, les missions locales. C'est proposer des entretiens en fonction des besoins. Donc, je parlais tout à l'heure de Parcoursup. C'est le fait de pouvoir rédiger un projet motivé, l'apprentissage, les CV, les lettres de motivation. Et en tant que conseillère d'orientation, donc ma collègue participe aussi au staff avec l'équipe AJA, les médecins et les équipes soignantes. On a développé récemment là, la mise en place de l'art-thérapie auprès des AJA pour avoir une approche complémentaire à ce qu'on faisait déjà. L'idée, c'est d'améliorer donc la connaissance du patient, toujours dans la rencontre dans un premier temps pour apprendre à mieux le connaître et l'accompagner aussi dans un temps de bien-être et de parenthèse pendant les traitements. L'art-thérapie a pour objectif général renforcer l'estime de soi, d'accompagner la connaissance de soi avec le média de l'art qui peut être vraiment très large. Donc ça, on pourra revenir dessus aussi Ouais, donc on accélère, on peut passer. L'accompagnement de l'entourage, on a parlé, voilà, on peut passer aussi, on a aussi le réseau partenarial. Et ça, c'est les missions qu'on a autres que l'accompagnement de l'AJA. La slide de juste avant, c'est qu'on a aussi une mission d'information et de prévention auprès des équipes soignantes et du grand public, donc auprès de formations comme le DU AJA qui existent, mais aussi dans le quotidien avec les soignants, pour résumer la slide et aller plus vite. On peut passer à la suivante. Et l'accompagnement après la maladie, dont on vous a déjà pas mal parlé, mais avec toujours le réseau partenarial qui est vraiment important. Et ne pas oublier la passerelle de la transition entre la médecine pédiatrique et la médecine d'adulte, qui sont aussi essentielles dans l'après-traitement. On peut passer à la suivante et je pense que voilà, on laisse un peu de temps. Natacha, c'est à toi. Eh bien, écoutez, du coup, moi, je suis Natacha Chéreau, je suis l'infirmière coordinatrice de l'équipe AJA au CHU de Nantes. Notre équipe, elle est composée de 5 personnes. Le docteur Nicolas Blin, que vous voyez, qui est à l'initiative de l'équipe sur le CHU de Nantes, avec le docteur Clérec qui est derrière, qui, elle, est oncologue pédiatre, Nicolas Blin étant hématologue adulte. Sophie Chauvet, qui est à droite de la photo, qui est notre attachée de recherche clinique, et Sophie Croix, qui est notre conseillère d'orientation psychologue. Voilà, je veux bien la diapo d'après. Je vais essayer d'aller très vite pour rattraper le temps. Voilà, l'organisation au CHU de Nantes, elle est assez simple. On est une petite équipe, on a peu de temps dédié. Et nos médecins, eux, n'ont absolument aucun temps dédié. Voilà, en pratique, le recensement des patients se fait tous les jours. Je check les patients dans les logiciels de soins. On a un lien privilégié quand même entre l'oncologie pédiatrique et l'hématologie adulte. Et on est quand même facilement appelé pour des jeunes et tout, au cas où on ne les aurait pas vus dans le logiciel de soins. Et puis, on a de plus en plus d'appels des équipes un petit peu diverses sur l'hôpital qui nous appellent parce que, à force des années, on a pris une place qui est la nôtre dans l'accompagnement des AJA. On maintient un suivi de la cohorte par des contacts avec les jeunes. Alors, les jeunes viennent vers nous. Les jeunes nous écoutent aussi, ils ne nous écoutent pas parce qu'on envoie beaucoup de SMS, donc il n'y a pas de son, mais ils nous lisent en tous les cas. Voilà, on maintient beaucoup ce contact par téléphone. Là, je vous ai mis quelques chiffres sur la file active, donc c'est les nouveaux patients par an. Voilà, donc depuis, on a en gros une quarantaine de patients nouveaux par an. Là, 2026, je ne sais pas pourquoi, mais on est déjà à 17 jeunes début mars. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, nous, on a un principe de fonctionnement qui est basé sur l'éducation thérapeutique. Du coup, le programme, il a été déclaré à l'ARS, Stéphanie vous en a parlé, dès 2012. Donc, nous, on a gardé ce mode de fonctionnement-là. On l'adapte, le programme, en fonction des besoins des jeunes. Les séances, elles sont faites en individuel, en collectif, à distance ou en présentiel. Je pense que vous avez déjà bien compris sur le fonctionnement de l'équipe d'Angers que l'essentiel, c'est de rester souple dans l'accompagnement, c'est-à-dire de permettre vraiment des allers-retours des jeunes. C'est des propositions, ce n'est pas des obligations.
mais l'essentiel, c'est qu'ils sachent qu'on est là. Je fais bien la diapo d'après. Donc, du coup, on fait on essaye de proposer des ateliers hors les murs très régulièrement parce que c'est très plaisant pour eux et d'ailleurs pour nous aussi. Certains sont réalisés à l'initiative des jeunes. Alors, je ne sais pas si vous voyez vraiment, mais par exemple, on a fait une journée voile parce qu'on avait un jeune qui était skipper qui avait vraiment envie de partager ce plaisir qu'il avait sur l'eau avec les autres jeunes qu'il avait rencontrés. Un autre qui a été amputé, qui a passé extrêmement longtemps en SSR à l'hôpital Saint-Jacques. Donc, on a passé les autres jeunes qui vivaient l'équipage au même moment, on demandait à ce qu'on fasse un pique-nique avec lui. Donc, on a pique-niqué sur les pelouses de l'hôpital Saint-Jacques, pizza party. Voilà, on a fait un week-end à la Thalasso. Alors, une première fois avec l'équipe d'Angers, on avait emmené les jeunes d'Angers et les jeunes de Nantes, enfin une partie évidemment des jeunes. Et puis, on l'a refait ensemble et on fait des ateliers bien-être, socio-esthétique et tout ça réguliers. Je veux bien la diapo d'après. Bien évidemment, c'est un accompagnement, ça a déjà été dit, lors des hospitalisations et puis en dehors de ces périodes de soins. Donc, les suivis sont faits par SMS, par appel, en visio, sur Instagram, sur Facebook. Alors, moi, je suis archi nulle en Facebook, mais c'est ma collègue Sophie Croix qui utilise Facebook et moi plus Instagram et par WhatsApp aussi. Enfin, on essaye d'avoir tous les modes de communication possibles avec les jeunes. Bon, ça évolue, comme vous le savez. On a des propositions qui sont mobilisables parce que je vous l'ai dit, on est une toute petite équipe finalement avec peu de temps de travail. Donc, on mobilise les ressources de l'hôpital. Donc, les assistantes sociales, les professeurs de l'éducation nationale qui sont à l'hôpital du côté pédiatrie, l'équipe d'Angers vient d'en parler. La COP, je l'ai mis d'une autre couleur parce que je vais vous en parler après, puisqu'elle fait partie de notre équipe, elle. On a des socio-esthéticiennes, des APA, des psychologues dans les équipes et qu'on mobilise et qui sont toujours à l'écoute. On fait appel régulièrement à la cellule d'interculturalité parce que nous avons beaucoup de parcours migratoires et parfois c'est difficile d'arriver à bien comprendre les difficultés de prise en charge ou de nous proposer une prise en charge adaptée à un jeune qui vient de Polynésie ou d'ailleurs. Voilà. Très bientôt, on a enfin la sociocoiffure qui arrive sur le côté pédiatrique puisque elle est déjà en place du côté adulte, mais les 15-18 n'y avaient pas droit. Enfin bon, voilà, on pouvait tricher, mais c'était quand même plus pour les 18-25. Donc là, on aura de la sociocoiffure pour tous les petits comme les jusqu'à 18, les grandissants. Et puis la sophrologie aussi qui se met en place. Voilà, la conseillère d'orientation, donc je vous en ai parlé, elle fait une prise de contact systématique, elle est conseillère d'orientation au CIO de Nantes, donc elle permet un suivi adapté aux besoins de chaque jeune. Donc parfois c'est un parcours assez simple, parfois c'est un accompagnement un petit peu plus personnalisé parce que quand même, comme on l'a dit, la maladie fait effraction dans le parcours de scolarité ou l'emploi du jeune. Et parfois, ce sont quand même des accompagnements extrêmement complexes puisque ce sont les CHU, c'est la même chose à Angers, reçoivent une population parfois socialement très précaire, avec des parcours migratoires compliqués, avec des enfants qui sont parfois dans des ruptures sociales, scolaires, importantes. Voilà, il y a aussi évidemment la place du handicap et des troubles cognitifs qui sont à prendre en charge. Voilà. Les entretiens de notre conseillère d'orientation se réalisent soit en présentiel, mais elle est là donc une journée par semaine, soit en distanciel. Et puis, comme je l'ai dit, on passe notre vie à envoyer des SMS. Elle fait régulièrement des ateliers Parcoursup, soit en individuel, soit en collectif, suivant les besoins des jeunes. Ça dépend aussi des années. Il y a des années où ils veulent du collectif et d'autres de l'individuel. Bon, voilà. En tous les cas, on s'adapte. Je veux bien Delphine, la diapo d'après. Bien évidemment, la recherche clinique, on en a parlé aussi, c'est très, très important. Donc, on a déposé des projets qui n'ont pas toujours été retenus, hélas, parce qu'ils étaient bien, nos projets. Mais en tous les cas, on a gagné celui de Goaja sur l'éducation thérapeutique
en visio, en national, qui propose des ateliers sur l'estime de soi, la sexualité et l'amour et l'activité physique adaptée. Voilà, c'est le projet ICANN qui a débuté en mai 2025 et qui est toujours en cours. Je fais bien l'autre diapo. Voilà, nos jeunes, ils ont besoin, on l'a dit, d'être entre pairs, d'échanger. Ils sont dans cette demande. Parfois, il y a quand même une difficulté. Ils veulent des rencontres entre pairs, mais ils préfèrent passer par la visio ou par des échanges en petits groupes avec d'autres pairs avant de se voir complètement, bon, ou de sortir et aller à la salle de jeu ou faire un atelier sur le site. C'est leur choix, on le respecte. Et puis, ils ont envie aussi, pour beaucoup, de partager leur vécu et de témoigner. Je pense qu'il y a un témoignage après, vous allez le voir. Et notamment, il y a l'association AIDA qui a créé l'Académie des AJA. Et comme à Angers, je sais qu'ils ont aussi des jeunes patients qui ont fait l'Académie des AJA et qui en ont trouvé vraiment du bénéfice. Il y a une dimension familiale dans l'accompagnement. Bien évidemment, on accompagne aussi les familles, les couples, parce que quand on a 25 ans, on peut être en couple, on peut avoir des enfants. La fratrie aussi. En pédiatrie, c'est une évidence. Les gens qui travaillent en pédiatrie savent bien qu'on ne peut pas prendre en charge un enfant, un jeune, sans prendre en charge sa famille. Chez les adultes, parfois, on a des jeunes qui sont très isolés, qui sont très soutenus, à l'inverse, ou qui sont dans cette partie de vie qui est l'autonomisation et qui ne veulent pas forcément qu'on aille vers leur famille. Donc voilà, on fait en fonction des cas. Voilà, notre but, c'est de leur proposer d'aller vers l'avenir dans la société, de retourner à la société après toute cette dimension traumatique quand même, qui est cette période de maladie. Donc, de pouvoir se réinsérer par le biais du travail, par le biais de la parentalité. Pierre a tout à l'heure parlé du sécos et tout ça. La préservation de la fertilité. C'est aussi, alors j'ai mis suivi à long terme, c'est pas vraiment forcément du suivi à long terme, mais c'est du suivi post-traitement, tout simplement de leur trouver un médecin traitant. C'est des fois très compliqué, notamment en Vendée. On a l'association Au cœur des AJA qui peut nous aider à trouver des médecins traitants parce que c'est quand même une grosse difficulté, toute bête, mais c'est utile. La modification d'un avenir tout tracé, c'est ce que disait Séverine tout à l'heure aussi, c'est vraiment une effraction dans leur parcours de vie. Ils se projetaient dans quelque chose et il va falloir se réadapter et on est là pour les aider. Et, la loi a donné le droit à l'oubli, mais on leur dit souvent qu'ils ont aussi le droit de prendre le temps pour aller d'avant parce que c'est compliqué. On n'a pas tous le même temps de reconstruction et de construction. Donc voilà, je vous ai mis juste en petite pour y penser à la charte des AJA qui a été créée par les groupes de travail de l'association GoAJA et du coup qui est là. Je veux bien, vous pouvez la trouver sur le site aussi. Je veux bien la diapo d'après. Voilà, comme on parlait de transition tout à l'heure, Pierre en a parlé. Nous, la transition, quand les jeunes sont du coup du côté pédiatrique et grandissent, ils doivent passer chez les adultes. Donc en hématologie, ça se fait assez simplement puisque le salto est fait par le docteur Blin, donc médecin AJA. Donc voilà, ça se fait assez simplement. Les tumeurs solides, elles, sont prises en charge et transférées à l'ICO de Nantes. Céline, ma collègue de l'ICO de Nantes, va parler juste après. Où on les oriente aussi sur l'interniste du CHU, voilà, ou alors ils sont pris en charge dans leur univers d'origine, dans lequel on va les voir, nous, pour l'accompagnement, donc tout ce qui est dermatologie, gynécologie, ORL, voilà. Cette transition, elle peut aussi se passer lors d'événements de vie, des déménagements pour les études, du travail, enfin voilà. Des envies de voyage et tout. Mais on sait, comme on l'a vu tout à l'heure, maintenant, il y a presque 26 équipes qui sont en train de se construire de AJA. Donc, on peut transférer en confiance. Moi, j'ai transféré récemment une jeune, bien évidemment, médicalement, elle a été transférée aussi, ce n'est pas que moi, mais en accompagnement AJA sur l'équipe de Lyon. Et maintenant, puisqu'elle fait ses études à Lyon, elle est prise par le SALT à Lyon. Et voilà, on s'est retrouvés sur un atelier, on va en parler juste après, allez-y. Mais du coup, voilà, ce rayonnement national, il est vraiment important. La Société Savante, Stéphanie et Pierre vous en ont parlé, c'est GoAJA, on en fait un peu tous partie. Grâce à cette
je vais y arriver, excusez-moi. Cette société savante, on a mis en place le projet d'éducation thérapeutique qui est national, qui s'appelle Dynamo. Il y a le DIU AJA et cancer aussi, on en fait partie du comité pédagogique. Avec l'IDEC AJA de Rennes et de Lyon, on fait des ateliers d'éducation thérapeutique Start AJA du projet Oncogite, qui est un projet de remédiation cognitive. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas faire tout ça sans les associations de patients, sans les associations d'aidants, et qui sont vraiment indispensables et avec lesquelles on travaille énormément. Je veux bien la diapo d'après. Voilà, nos projets et nos envies, c'est de développer l'activité de socio-coiffure qui arrive, la sophrologie qui arrive, vraiment c'est une question de jour maintenant, donc ça c'est très bien. Là, nous, on voudrait organiser une petite journée de cohésion de nos jeunes parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, enfin voilà, on fait des ateliers mais pas une grosse journée. Et puis, on participe sur le CHU Nantes au projet de maison de la transition. Voilà, si on avait plus de moyens, plus de personnel, ce serait des rêves. Donc, on pourrait avoir un temps de secrétariat, on pourrait avoir une psychologue dédiée à l'équipe AJA, puisque là, on utilise les ressources, comme je vous l'ai dit, sur site. Et puis, un temps d'assistante sociale, parce qu'on a vraiment des parcours migratoires extrêmement complexes et qui sont difficiles à gérer et très lourds à gérer, qui prennent beaucoup de temps. Et voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. On a beaucoup de projets à partager. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci Natacha. Donc maintenant, je passe la parole à Céline pour l'ICO Nantes. Oui, donc bonjour. Donc moi, je suis Céline Thomas, je suis IPA en fait sur le parcours et en partie avec une action sur le parcours AJA. Et donc, je vais vous parler et vous présenter assez rapidement, vu le temps qui reste, sur notre fonctionnement et comment on accompagne au mieux les AJA sur l'ICO, mais de Saint-Herblain. Donc en fait, nous, on est une équipe AJA avec un oncologue référent. En fait, l'oncologue référent de l'équipe AJA, c'est le docteur Bompa. On a donc une infirmière de coordination parcours AJA qui est Nelly Soula et une infirmière qui est orientée ETP et qui est aussi sexologue, Sophie Alain. Donc l'idée, c'est d'avoir une équipe AJA avec de multiples compétences. Donc, comme je vous le disais, il faut savoir qu'en plus, on a toute l'équipe de psychologie, de psychologues en fait, qui intervient auprès des AJA. Donc, c'est une équipe à 5 professionnels et donc ce qui permet d'avoir une certaine richesse de prise en charge et aussi de pouvoir aussi accompagner les aidants de ces AJA et donc leurs parents, leurs frères et sœurs et les conjoints. Et une équipe IDEC, donc il n'y a pas une IDEC dédiée, il y en a une référente, mais en fait elles sont une équipe de 4 de façon à pouvoir gérer de l'auto-remplacement quand elle est absente. Il faut savoir que sur l'équipe de l'ICO, il y a une équipe de soins de support et de réhabilitation qui est très, très investie auprès des AJA, même s'il n'y a pas de temps dédié pour les AJA. Donc, on a notre service social qui intervient quasiment pour tous les jeunes, l'équipe de diététique et un nutritionniste aussi qui peut évaluer les besoins des AJA au niveau de la nutrition. On a nos enseignants APA qui essayent de tous les voir, en particulier tous les AJA qui sont hospitalisés sont vus. Et ils les invitent fortement à faire de l'activité physique pendant leur séance d'hospitalisation et en utilisant des outils ludiques comme aussi des jeux vidéo, hein, puisqu'on a réussi à avoir un budget pour des jeux vidéo pour les aider, et nos kinés. Notre socio-esthéticienne intervient aussi et c'est très apprécié par les AJA. Ils utilisent aussi les services de notre sophrologue, ils font du toucher-massage. On a un psychiatre qui peut être sollicité pendant les soins, mais aussi dans l'après-traitement, puisque parfois il y a des problématiques de souffrance psychologique qui peuvent être détectées à distance de la fin des traitements et le psychiatre est une bonne ressource. Toute l'équipe de douleur et de soins palliatifs aussi. Et bien sûr, une grande utilisation des associations de patients. Donc là, je vous ai mis celles qu'on utilise le plus. Donc 20 ans un projet qui nous accompagne pour l'aide à la réinsertion des jeunes. On est là, Chirup, Aïda, qu'on a déjà évoqué, et au cœur des AJA, qui est une ressource de professionnels qui est non négligeable et qui propose en fait à nos AJA aussi un petit tote bag quand ils débutent leur prise en charge et qui les accompagne tout au long des soins.
Je veux bien la diapo suivante. Donc, moi, je vous ai mis surtout l'organisation parce que globalement, les objectifs de nos équipes sont à peu près les mêmes par rapport à ce qu'on dit les équipes de Angers et les équipes du CHU de Nantes. Donc, nous, ce qui était important, c'est déjà de bien identifier où sont les AJA, puisqu'on est un établissement qui accueille principalement des adultes et la difficulté, c'est de bien les identifier. Donc, les oncologues essaye d'être le plus disponible possible. Et en fait, on s'est associé avec le département d'information médicale, donc notre DIM. Et en fait, de façon hebdomadaire, ils nous envoient les listes de tous les AJA qui ont été vus en consultation, ce qui nous permet de faire un meilleur repérage et de vraiment ne plus louper aucun jeune. Il faut savoir qu'on est un établissement qui accueille des jeunes de moins de 18 ans, en particulier en radiothérapie. Ils sont complètement suivis par notre équipe de radiothérapie avec un radiothérapeute dédié, une équipe qui est mobilisée, qui fait un staff où ils évoquent les prises en charge. Donc, c'est vrai que souvent, ces jeunes sont aussi pris en charge par d'autres centres où il y a déjà un investissement par une autre équipe AJA. Donc, l'objectif, c'est de les accompagner le temps où on les prend en charge en radiothérapie, mais de ne pas prendre la place de l'équipe initiale qui va finalement faire le relais ensuite. Et en fait, l'objectif de l'équipe AJA, c'est vraiment de cibler son activité sur tous les jeunes qui sont en traitement et en post-traitement. L'orientation se fait vers notre infirmière de coordination de parcours AJA qui les voit en fait en consultation initiale, qui est une consultation de repérage des besoins, de reformulation puisqu'elle fait le temps d'accompagnement soignant et qui peut aussi être un temps où on va pouvoir proposer aux aidants en fait des AJA de participer à une étude qui est en place actuellement pour eux et de faire une orientation un peu systématique. Alors, ça a été le choix sur l'ICO de Saint-Herblain et finalement, avec du recul de plusieurs années, ça reste pertinent. Nous, ils ne le font pas sur une journée dédiée, c'est étalé sur leur début de prise en charge. Donc, ils rencontrent tous au moins une fois le psychologue, ils voient notre sexologue, ils voient un enseignant APA et ils ont un contact avec l'assistante sociale. Ça peut être des temps courts ou ça peut être des temps plus longs. Finalement, après, ils s'en saisissent ou pas, mais au moins ils ont vu le professionnel et ils pourront le ressolliciter. On a mis en place en plus notre infirmière, donc Sophie fait en fait et notre infirmière ETP et qui a aussi sa casquette sexologue et donc elle fait un bilan d'éducation au niveau pour tous les jeunes en début de prise en charge de façon à pouvoir les réorienter ensuite vers des ateliers d'ETP qu'on est en train de construire petit à petit, en particulier sur l'APA et l'accompagnement à la vie affective et sexuelle. Et à tous les autres programmes d'ETP qui existent dans l'établissement, mais qui peuvent être un peu moins spécifiques. Le suivi, il est porté par l'infirmière coordinatrice AJA, qui va suivre le jeune avec tous les moyens de communication qu'on a déjà évoqués, tout au long de sa prise en charge, qui va réévaluer ses besoins de façon régulière, aller le voir en hospitalisation. Ça peut être aussi des contacts avec les parents, pour certains jeunes qui souhaitent que ce soit plus les parents qui interviennent à certains moments. Et puis, notre infirmière en ETP continue de réévaluer tout au long du parcours le bilan éducatif et les besoins que peut avoir le jeune. Et enfin, sur les fins de parcours, les fins de traitement, il y a une orientation vers un dispositif qu'on a mis en place il y a maintenant 3 ans, qui est un dispositif qui s'appelle SAJA, qui est une étude et en fait, on propose à tous les jeunes qui finissent leur traitement d'être vus en consultation mutualisée avec donc, leur oncologue, l'IPA, donc moi-même, les psychologues et la sexologue. Et on est en train de rajouter l'assistante sociale avec comme objectif de bien repérer les besoins du jeune en fin de traitement, de pouvoir le réorienter, que ce soit vers aussi les associations et les partenaires extérieurs dont il peut avoir besoin. Et de refaire un bilan d'éducation, donc de réévaluer ses besoins à ce moment-là, de pouvoir l'orienter vers les programmes d'éducation thérapeutique qui peuvent être disponibles. Donc voilà, l'objectif de SAJAC, c'était de les suivre pendant les 5 premières années post-traitement et avec des questionnaires qu'ils ont à remplir et un temps d'échange qui est relativement conséquent, qui permet de bien explorer les problématiques et les besoins des jeunes. Voilà, je pense que c'est bon.
Merci beaucoup. Donc c'était dense, mais c'était important pour nous, là, comme c'était un webinaire régional, que vous ayez bien la notion de tout ce qui se fait dans la région, des différents centres, des différentes équipes, que tout le monde intervienne un petit peu. Et je vous propose de passer rapidement au projet. Il y a 2-3 diapos projet, et puis on fera une petite session conclusion, éventuellement questions à la fin, en fonction du temps qui restera. Donc Stéphanie, je vous laisse reprendre la parole. Ça va être très rapide, juste je vous encourage quand même à aller voir la vidéo. Ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que c'est une jeune adulte qui témoigne. Elle a quand même été prise en charge à l'ICO d'Angers pour sa tumeur cérébrale, mais finalement, elle a fait une partie de son traitement en oncopédiatrie sur son intensification et sa radiothérapie à l'ICO de Nantes. Donc, on voit aussi l'importance des différentes prises en charge AJA dans les différents centres, même si on est une équipe régionale, les patients, ils circulent aussi au sein de notre région. Donc, voilà, je pense que son témoignage, il est le reflet de tout ce qui a été dit. Je vais laisser juste Céline, si tu veux compléter ce que tu as dit. Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter par rapport à cette diapo? Non, globalement, sur les perspectives, donc nous, on veut continuer notre étude SAJAC, en fait, puisqu'en fait, on a des jeunes qui sont en cours d'études, et avec finalement des retours qui sont plutôt assez intéressants, et en fait, des repérages de besoins qui vont nous aider, en fait, à améliorer nos prises en charge dans le futur. Ce que j'ai évoqué, le développement de l'ETP. Donc, nous, on a vraiment ciblé pour l'instant sur l'ETP, donc l'activité physique adaptée et la vie affective et sexuelle, avec d'autres idées, mais voilà, il faut prendre le temps aussi de développer ça, en sachant qu'on développe l'ETP sur du présentiel, mais avec une forte volonté de le développer en distanciel, puisque la problématique, on a bien vu que sur les différents centres, on a des populations AJA qui sont en suivi, mais qui sont petites, qui viennent aussi de territoires parfois éloignés des centres. Et l'idée, c'est de pouvoir leur proposer en fait de l'ETP accessible d'un peu partout où ils sont et à n'importe quel moment de leur parcours. Et donc, on est en train d'essayer de nous le développer principalement sur du distanciel en fait. Et puis, vraiment, la place des associations qui, moi, me semble vraiment très importante à tous les moments du parcours du jeune. Et ce partage et ce développement des partenariats me semble indispensable. Diapo suivante. Ah oui, bonjour, je suis Baptiste Sautret, gynécologue et sexologue à l'ICO Angers depuis 15 ans. Et je suis là pour vous dire que c'est important de parler santé sexuelle avec les AJA, même si c'est tabou, comment parler à des adultes, c'est pas facile, mais en tout cas, on sait que même eux sont touchés dans environ 50% des cas par des troubles de l'intimité. Ça passe par des soucis de libido, mais surtout par des difficultés après les traitements relationnels, l'élan d'aller vers les autres pour du relationnel intime, parce que vous savez bien qu'à cet âge-là, du coup, l'image que l'on projette aux autres, elle est importante, et les traitements altèrent l'image corporelle. Donc, la désirabilité sociale, le fait de se sentir désirable, c'est important, surtout quand on est adolescent. Les recommandations le disent bien, il faudrait que ça soit systématique, parce que s'il y a bien quelque chose qui disparaît quand on est stressé, fatigué, ou quand on a mal, c'est bien l'envie des rapports, mais c'est aussi le fait que ces troubles-là qui tournent autour du cancer, ça bloque tous les élans que l'on a pour aller vers les belles choses de la vie, comme aller au resto, sortir entre amis, aller au ciné, dont la sexualité fait partie. Donc, il y a des troubles communication entre les patients. Une dernière étude là, qui vient de sortir fin d'année 2025 disait que 90% des jeunes n'avaient pas entendu parler de potentiels troubles de la sexualité dus à leur traitement. Alors, ça vient d'un souci du côté patient, certainement, de par une gêne, de parler de quelque chose qui leur semblerait futile, alors que la priorité, on est tous d'accord, c'est de traiter le cancer et de guérir. Il y a aussi un blocage du côté soignant, c'est le fait de ne pas avoir le temps, mais aussi le fait de ne pas être formé. Et pourtant, des choses existent, efficaces, pour prendre en charge les troubles sexuels et à partir du plus jeune âge. On sait qu'il y a des soucis de dispositifs d'intervention. Il faut encore continuer à les construire et que ça soit adapté à différentes tranches d'âge des patients. Voilà, à 15 ans, on va peut-être parler différemment de l'intimité, et qui va recouvrir jusqu'à même au rapport d'amitié avec les autres.
par rapport à un jeune avec qui on converserait, qui aurait 18, voire 25 ans. On comprend bien. Diapo suivante, Delphine, s'il te plaît. Donc, comme vous a dit Amélie, on a mis en place une HDJ qui tourne autour de l'estime de soi. En fait, on essaye de noyer le poisson, c'est que avec un enseignant à part qui va de toute évidence aider ces jeunes à ressentir leur corps, à avoir un meilleur sommeil récupérateur, et on sait que plus on est en forme, plus on a le moral au beau fixe et plus on a envie de faire de belles choses dans la vie, dont notamment voilà, avoir des rapports et avoir une intimité, un petit copain, une petite copine. On a la socio-esthéticienne qui est évidemment indispensable pour l'estime de soi, se réparer après la maladie, les cicatrices disgracieuses et autres pour l'image corporelle. Et nous, on vient faire un bilan de sexologie. Alors, il n'y a pas d'examen systématique. On voit les filles et les garçons, mais on va essayer d'être assez exhaustif suivant les recommandations des grandes instances nationales. On va essayer de balayer tout ce qui est soucis médicaux, psychologiques, social, dans la famille, et aussi après purement la mécanique sexuelle s'il n'y a pas de troubles de l'érection ou des rapports douloureux, par exemple. Diapo suivante. Et on envisage avec nos collègues de l'ICO Nantes de faire un ETP, alors online, c'est-à-dire un IETP via smartphone. On pense que ça a du sens pour donner des tips aux jeunes de manière qui peut être totalement anonyme, parce que si on n'a pas envie de mettre sa caméra, on ne la met pas, mais ça libère la parole. Le fait qu'on soit à distance, on pense que, alors on a l'impression, on a ce sentiment que ça peut libérer le dialogue, et notamment on va leur donner des solutions par rapport aux 3 symptômes majeurs pour lesquels on nous consulte, et il est possible de nous consulter seul ou en couple à partir de 18 ans là, à l'ICO. C'est les troubles de la libido, les rapports douloureux, les problèmes d'érection et de satisfaction sexuelle. Voilà, et donc on peut même être jeune et avoir des problèmes d'érection, oui, ça existe, il n'y a pas d'âge. Alors, c'est très perturbant d'avoir des symptômes de personnes âgées, comme ils le disent, mais il y a des solutions simples, et je vous conseille vraiment de nous adresser vos patients en toute confiance, et on parle toujours de ça avec une grande élégance, de l'intimité, de la santé sexuelle, ça vous pouvez en être certain. Merci. J'ai une diapo, mais on peut passer à la suivante. C'était pour dire que ce qui a été dit tout à l'heure, on essaye que, comme l'ID Netacha à Nantes, de faire des groupes de pairs. Donc, on a proposé des sorties culturelles. On propose donc autour de spectacles liés soit à l'adolescence, soit au cancer, soit pas du tout. En tout cas, qui permettent aux jeunes de se rencontrer. On a beaucoup travaillé autour de l'activité physique adaptée avec une collaboration avec Golf en Santé et Golf Rose. Et plein d'autres partenaires. Et puis l'autre chose aussi auquel on s'attelle, c'est à sensibiliser le grand public au cancer de l'AJA. Et donc ça passe par les sensibilisations Septembre en Or autour des cancers de l'adolescent, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte, et Mai en Gris, qui est un mois de sensibilisation aux tumeurs cérébrales dont l'équipe AJA a été très, très motrice l'an dernier. Puis il y a un stagiaire, Baptiste vient de parler, mais il y a également via l'ICO et l'association AIDA des vidéos courtes réalisées autour de la prévention et de la qualité de vie des AJA après cancer, qui sont très intéressantes et très didactiques et qui peuvent aider vraiment les jeunes quand ils ne veulent pas faire d'IETP, au moins ils ont l'information. Et puis on a de nombreux partenaires, et ça a été dit par toutes les équipes, et c'est vraiment hyper important parce que financer tous ces projets qui sont extrêmement importants pour les jeunes, et ben, ça passe par les associations, des associations à plus ou moins grande échelle, mais sans eux, on ne ferait pas tout ça. Et puis la dernière diapo, c'est celle de Pierre pour conclure sur les messages clés. Eh ben, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. C'est très gentil, c'est jamais simple de rester jusqu'à la fin de la réunion. Merci à tous les intervenants. On a la chance quand même dans les Pays de la Loire d'avoir des soignants hyper motivés sur 2 villes, sur plusieurs établissements, qui sont aussi très investis sur le plan national. Donc on peut vraiment s'en féliciter, c'est une vraie chance pour les jeunes. Bon, s'il faut retenir les points, on va dire peut-être les plus importants pour les malades, c'est que grosso modo, un jeune âgé de 15-39 ans ou de 15-25 ans atteint de cancer, il faut qu'il y ait une prise en charge spécifique. Donc il faut surtout ne pas hésiter à contacter les différents établissements de santé qu'on vient de citer.
Donc pour les patients mineurs, c'est assez facile, c'est le CHU d'Angers ou le CHU de Nantes. Pour tout patient majeur atteint de cancer, c'est l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Angers et Nantes, avec sauf évidemment les maladies du sang, tout ce qui est hématologie, ne sont pas pris en charge à l'Institut de cancérologie de l'Ouest. C'est donc au CHU de Angers et Nantes. Évidemment, si vous avez des jeunes qui ne sont pas dans ces établissements, qui ont besoin d'une prise en charge, qui ont besoin de soutien, il ne faut pas hésiter à nous contacter sur nos adresses mail qui sont présentes sur les différents sites des établissements que j'ai cités. Et on est tous disposés pour vos questions ou pour aider les jeunes. Merci beaucoup à vous tous. Je vais juste rajouter un tout petit point par rapport à ce que vient de dire Pierre. C'est-à-dire que bientôt, là, dans la nouvelle version du DCC, donc là, je parle de la prise en charge, il y aura une case qui va se cocher automatiquement pour les classes d'âge 15-25 ans et des pop-up pour inciter les prescripteurs, enfin les médecins qui inscrivent leur dossier en RCP à orienter les patients vers les équipes AJA, parce que voilà, on sait que dans certains centres, c'est bien pris en compte, mais qu'il y a encore des manquements. Donc, ce sera une façon de plus, comme le titre était de communiquer sur cette population, ce sera un moyen de plus pour bien orienter les patients. Donc voilà, je pense que vu l'heure, à moins qu'il y ait vraiment une question hyper importante, non, je vois pas de main qui se lève, on va clôturer le webinaire. Donc, et n'hésitez pas donc effectivement à contacter les équipes directement si vous avez des questions, des projets, des envies, des patients à orienter. Voilà, ils sont là pour vous répondre et j'espère que ça vous aura été utile et pour mieux comprendre voilà, toute la problématique autour de cette population spécifique. Puis merci encore aux équipes AJA d'avoir proposé et participé à ce webinaire. Voilà, je vous remercie. Merci. Et bonne fin d'après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour à tous. Bonjour Léontine. Bonjour. Voudrais-tu te présenter? Oui, alors je m'appelle Léontine, j'ai 20 ans. Là je suis en arrêt, mais je suis assistante vétérinaire et j'ai eu un méduloblastome. Bon, je pense que vous allez me dire: «C'est quoi?» Alors, c'est une tumeur à l'arrière du cerveau qui a été soignée du coup à l'ICO d'Angers. Merci. Léontine, pourrais-tu nous décrire ton parcours de soins? Oui, alors, je suis tombée malade, enfin, je l'ai appris quand j'avais 19 ans, donc le 9 juillet 2024, je m'en souviens. Heu et au départ, j'étais très choquée parce que je me disais: «On n'en voit pas beaucoup» et je me disais: «Ah! À cet âge-là, on peut en avoir un! Mmh. Ah OK». Et puis, bah, après je suis rentrée dans les soins et j'avoue qu'au début, c'était, à mon âge surtout, de me dire qu'on allait me laver, me faire ma toilette et tout. Mmh. Au départ, vraiment, je me disais: «Bon», mais ça a été assez vite. Heu, Franchement, tout le personnel soignant m'a mis assez à l'aise, même très à l'aise et du coup, franchement, j'ai accepté quoi, j'étais pas mal à l'aise, parce qu'elle rentrait dans mon intimité quand même, donc j'étais pas mal à l'aise. Donc dans mon parcours, alors un méduloblastome, c'est un cancer, je pense que ça se voit, mais du coup, c'était plus un cancer d'enfant, c'est même rare chez les adultes. Donc j'ai été d'abord alors chez les adultes et après en oncopédiatrie chez les enfants où je suis restée un petit bout de temps et j'étais en étant chez les adultes, j'étais suivie par l'équipe donc de l'AJA qui donc est composée de médecins, d'infirmières, enfin de psychologues, de plein de monde, on va dire et en pédiatrie donc c'est un autre bâtiment et c'est là qu'on sent vraiment, bien entouré, bien, soutenu parce que j'ai été dans un autre bâtiment
Et l'équipe d'Aja est quand même venue me voir, ne serait-ce 5 minutes, mais s'est déplacée pour venir me voir et pour parler avec moi. Tu t'es sentie, Bah, je me sentais vraiment bien entourée. Je sentais que je pouvais leur faire confiance, qu'à chaque moment, heu, vraiment, elles étaient là, même si je n'étais pas, dans le même établissement, elles étaient là. Même, ma radiothérapie, je l'ai fait à Nantes, donc par rapport au cancer que j'ai eu et j'ai été suivie quand même, du coup, encore par l'AJA. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment, je perdais un peu de poids, même beaucoup et mon père était, vraiment OK. inquiet, ouais, parce que, bah, il était seul avec moi. Il a appelé, du coup, une infirmière de l'AJA qui a su le rassurer et me rassurer et c'était vraiment top. On sentait que moi et mes parents, on pouvait compter sur l'AJA, même en étant à je sais pas combien de kilomètres. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que facilement tu réussirais à contacter ton équipe Oui, AJA? dès que j'ai contacté soit, la psychologue ou l'infirmière de l'AJA, j'arrive presque du premier coup à les avoir. Franchement, c'est très rapide, même par mail et tout. Non, franchement, j'arrive facilement à les avoir. Et ça te permet d'être en confiance quand même Oui, au bah, de quotidien, de sentir se que vraiment, dès qu'on a un petit truc, on peut les appeler. contacter? Donc on est rassurés, moi et mes parents.